le coût complet d'un salarié est très supérieur à ce qu'il touche lui-même et à ce qui apparaît sur sa fiche de paye et qu'on appelle la rémunération totale brute. C'est l'objet d'une très grande frustration des Français puisqu'ils constatent que l'écart entre le brut et le net a tendance à s'élargir. Voici une fiche de paie. Pouvez-vous nous aider à la décrypter et surtout à comprendre l'écart entre le salaire brut et le salaire net? Il y a en France un écart très net entre le brut et le net qu'on appelle le coin socio-fiscal. Pourquoi fiscal? Parce qu'il y a de la fiscalité sur le travail en France. Et pourquoi socio? Parce que ça finance le modèle social. Donc quand on prend le bulletin de salaire, dans le détail, il y a la rémunération brute constituée de votre salaire et puis d'un certain nombre d'avantages que vous avez pu négocier. Il y a par exemple la prime transport, mais vous avez aussi dans certains cas un complément de traitement, vous pouvez avoir une indemnité de résidence et vous pouvez avoir par exemple des primes de pénibilité. Et donc tout ça va vous donner une rémunération totale brute. Et elle est là de 2 620,80 €. Ça n'est pas ce qui va tomber dans votre poche. On va ensuite enlever un certain nombre de cotisations. Vous descendez la fiche de paye, vous avez des retraites multiples. Vous avez la retraite de base, puisque on a 2 régimes de retraite obligatoires en France. Vous pouvez avoir, si vous êtes salarié du privé, c'est pas vous pouvez, vous avez Agirc Arrco, mais vous avez aussi si vous êtes employé d'une collectivité locale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des collectivités locales. Enfin, il y a des caisses d'assurance, vous voyez, par secteur. Cette part, elle est évidemment très abondante, mais elle vous donnera droit, comme dans une assurance, à un retour, votre pension de retraite. Il y a l'assurance maladie, bien entendu, et comme les dépenses de santé augmentent, comme les dépenses de retraite augmentent, sous le coup tout à la fois de la démographie, de la baisse de la productivité, de la baisse de la croissance, eh bien la part relative des cotisations sociales, assurance retraite, assurance maladie, ne cesse d'augmenter et alimente l'écart entre le brut et le net. Je descends. Vous allez payer la CSG et la CRDS. La CSG, c'est contribution sociale généralisée, c'est un impôt, c'est pas une cotisation sociale. La CRDS, c'est le remboursement de la dette sociale. C'est une espèce de caisse qui sert à désendetter l'excès de dette du modèle social français. La CSG, c'est très important parce que la CSG représente, avec la CRDS, environ 150 milliards d'euros de recettes chaque année pour l'État. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on dit on va baisser la CSG, on diminue les recettes de l'État. Vous avez des contributions diverses à des organismes de protection sociale, le transport, vous abondez vous-même pour votre droit au transport collectif. Et puis ensuite, vous avez des taxes sur les salaires. C'est un peu le paradoxe, parce que en France, on prétend défendre l'emploi et en réalité, on taxe les salaires. Ça fait partie des impôts de production. Et puis, il y a évidemment les cotisations dans leur ensemble, qui peuvent être diverses et variées en fonction des secteurs, qui nous amènent à un montant net social. Le compte n'y est pas, pour reprendre une expression qui est très souvent employée, puisque vous allez payer l'impôt. Le net, si je puis dire, c'est votre salaire brut moins les cotisations sociales, moins l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous prenez leur brut, vous enlevez 20%, c'est ce qui revient aux salariés. Et c'est l'objet d'une très grande frustration des Français, puisqu'ils constatent que l'écart entre le brut et le net a tendance à s'élargir. Est-ce ce montant que paye l'entreprise? Quand vous regardez la part des cotisations patronales, c'est pratiquement le double. Le superbrut, c'est le coût complet d'un salarié pour une entreprise. Et là, dans notre cas de figure, coût total employeur, il est à 4 185,62 €. Je vous rappelle que vous avez une rémunération totale nette de 2 084. C'est ce qui explique qu'en réalité, le coût complet d'un salarié est très supérieur à ce qu'il touche lui-même et à ce qui apparaît sur sa fiche de paye et qu'on appelle la rémunération totale brute. Pour un salarié cadre et un salarié non cadre, il va y avoir une différence de taux pour les charges patronales, donc pour l'entreprise. Pour un salarié cadre, si on l'augmente de 100 €, l'entreprise va devoir, elle, payer 170, donc va devoir faire fois 1,7, ce qui est colossal. Pour un salarié non cadre, c'est pas fois 1,7, mais ça sera fois 1,6, 160 € pour l'entreprise. Dans nos bulletins de paye, il y a plus de 30 lignes de cotisation. Ça va être les mêmes lignes que ça soit pour le salarié ou pour l'entreprise. Il y a aussi les allocations chômage. Et effectivement, ce qui est compliqué à entendre, nous, quand on propose des augmentations, c'est seulement sur le brut. Parce qu'effectivement, on peut pas prendre en compte toutes les charges du salarié. Donc, quand nous, on va augmenter de 100 €, le salarié va se dire tout de suite, il va faire son calcul, il va se dire, non, mais attendez,
Moi, ça me fait 20 € en bas de page. Du coup, c'est vrai que c'est un très, très gros sujet pour nous aujourd'hui. Je pense que pour n'importe quel, chef d'entreprise, se dire qu'il peut augmenter, un peu son salarié tous les ans, ça le rendra plus heureux et nous, ça nous rendra aussi plus heureux parce qu'on sera dans un contexte de travail, plus agréable. Alors que de se retrouver dans une situation où, quasiment tous les ans, on peut pas augmenter nos salariés parce qu'on n'a juste pas les moyens de les augmenter. Ça crée un climat au sein de l'entreprise qui est compliqué. Aujourd'hui, on se sent asphyxié par ces charges patronales qui empêchent, d'autant plus l'investissement, et la compétitivité auprès de nos concurrents. Cet écart entre le brut et le net s'est-il accentué au fil des ans? Il y a 2 générations, quand on mettait sur la table 100 € de plus pour un salarié, il en restait un peu plus de 80. Si on se rapproche de l'époque d'aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, la part relative de ce qui reste dans la poche du salarié tend à décroître. On est passé de 80% à 70, 60 et on est aujourd'hui à 52%. Vous êtes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On a inventé la sécurité sociale et ce sont les débuts du modèle assurantiel, qu'on appelle aussi modèle bismarckien, c'est-à-dire que c'est le travail, les cotisations salariales, les cotisations patronales qui financent la protection sociale. Mais si on se situe en 1945, l'espérance de vie à la retraite est de 4-5 ans. À l'époque d'ailleurs, la CGT est hostile au principe de la retraite universelle par répartition parce qu'elle parle de la retraite des morts. Elle dit, vous allez encore nous prendre de l'argent sur le salaire, finalement ça profitera à des morts parce que on vit peu de temps après son départ du travail. Et les choses ont changé. Heureusement d'ailleurs, on a gagné de l'espérance de vie, mais en même temps, les règles de la démographie se sont modifiées. On est moins nombreux à cotiser et on est plus nombreux à la retraite et on vit plus longtemps à la retraite. C'est la raison pour laquelle la part des assurances sociales est passée de 16% du salaire en 1945 à aujourd'hui pratiquement 45%. Le système aujourd'hui est un peu à bout parce qu'on ne peut plus charger le travail, il l'est déjà de façon extrêmement conséquente, alors que tendanciellement nos dépenses de protection sociale dans les 50 années qui viennent vont augmenter. Je vais vous citer un chiffre, dans une dizaine d'années, les plus de 65 ans dans la société seront plus nombreux que les moins de 25 ans. Voilà donc une société qui tout à la fois a des dépenses sociales qui augmentent et qui traîne une dette qui marche avec des semelles de plomb de plus en plus lourdes. Faut-il alors modifier le système pour alléger le coût du travail? Et le peut-on encore? La fiscalité ou la protection sociale peut-elle uniquement dépendre du travail? Expliquez-moi quel est le lien entre l'assurance maladie et le travail. Non, ce qui rend malade aujourd'hui, c'est éventuellement la consommation, la mauvaise consommation. Et donc, il faut faire, de mon point de vue, basculer une partie des cotisations sociales du travail sur la consommation, quitte éventuellement à augmenter la TVA, sur d'autres secteurs en tout cas que le travail, parce qu'on ne peut pas être la société qui prétend tout à la fois vouloir défendre la jeunesse, le travail, et qui fiscalise de façon excessive le travail et les modes de production.